Alors pour cette deuxième matinée du e-learning de l'année 2013, nous allons parler du forum et des pratiques pédagogiques autour du forum. Et pour ceci, donc, nous avons plaisir d'accueillir François Mangenot, donc, qui est enseignant à Grenoble 3, chargé de mission aussi dans le domaine du numérique. Oui, TIS et formation à distance, oui. TIS et formation à distance. Et donc, il va venir traiter, donc il se propose de traiter la thématique du forum et la manière dont on peut utiliser, avoir des usages dans le domaine de la pédagogie, faire l'innovation avec le forum. Donc, François, je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Donc, je vous dis peut-être quand même d'où je parle, comme on dit. Le LIDILEM, donc, c'est un laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles. Voilà donc le déroulé du sigle. Et donc, je suis en sciences du langage, didactique, avec des incursions du côté de l'Infocom. Alors, voilà le plan de l'exposé que je vais faire. Je vous précise tout de suite que cet exposé sera entièrement basé sur des expériences donc avec les forums. Et à l'écran suivant, vous verrez la liste dans deux écrans, vous verrez la liste des expériences sur lesquelles je me fonde. Donc, mais les hypothèses scientifiques, disons, parce que les recherches sur le forum, je les ai beaucoup menées entre 1999 et 2006 à peu près. J'ai écrit toute une série d'articles jusqu'à 2008. J'ai un article dans STICEF aussi en 2008 sur les caractéristiques techno-sémio-pragmatiques, comme dit Peraya, des forums. Donc vous voyez là mon approche, qui est une approche, donc j'aime bien la théorie des affordances, qui veut que tout outil technologique ait des possibilités, des limites, mais surtout, ce qui n'est pas écrit sur l'écran, que les gens s'approprient les outils technologiques et en font toujours, nous surprennent toujours, en font toujours des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui n'étaient pas forcément prévues dans l'outil. Voilà, donc un de mes gros points de recherche depuis, je dirais, 97-98, depuis qu'existe Internet, c'est comment les outils de communication, notamment surtout ceux d'Internet, mais aussi éventuellement d'autres, comment les outils de communication influencent la communication, influent sur la communication pédagogique. Je peux résumer avec cette phrase le thème commun à toutes mes recherches. Et donc, il y a un côté tout à fait recherche-action, recherche-développement, dans la mesure où on cherche à décortiquer le forum ou bien d'autres outils. Actuellement, je regarde un petit peu les outils du Web 2.0 et essaye de voir en quoi ils peuvent être intégrés dans l'enseignement-apprentissage des langues. Donc, il y a une utilité de ces analyses par rapport donc aux utilisations, aux usages éducatifs. Alors, les expériences que j'ai, donc j'avais commencé en 1999 à faire un suivi par Internet d'un cours. Alors, ce cours de 50 heures est un cours de formation aux technologies de l'information et de la communication pour de futurs professeurs de français langue étrangère. C'est dans le cadre, à l'époque, c'était une maîtrise FLE. Donc, chaque année, il y avait à peu près 1 millier de messages sur les forums de mon cours. 2 années, j'ai recueilli des questionnaires. Donc, je me servirai un petit peu de tout ça. Je ne vais pas faire aujourd'hui un exposé scientifique parce que ce n'était pas la commande. On m'a demandé de donner des choses concrètes sur les utilisations. Mais en gros, ce sont les données sur lesquelles je vais m'appuyer. Ensuite, il y a eu le campus numérique FLE. On a répondu à l'appel campus numérique dans les années 2000-2001 et on a obtenu donc une subvention pour créer un campus numérique FLE où Lyon 2 d'ailleurs était partenaire. Il fallait des consortiums, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il y avait Besançon, Dijon, Lyon 2, l'ENS et Grenoble 3. On avait donc pendant 3-4 ans. Finalement, si le campus numérique FLE a échoué, c'est pour des raisons purement politiques et administratives, les présidents n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur le partage des coûts et des gains. Et ce n'est pas du tout pour des raisons pédagogiques. Ensuite, j'ai eu une expérience d'un forum utilisé dans le cadre d'un travail collaboratif. Je vous expliquerai après que j'utilise collaboration au sens restreint du terme, au sens qu'il a dans le domaine de CSCL, Computer Supported Collaborative Learning, donc l'apprentissage collectif assisté par ordinateur. Et puis là, actuellement,
actuellement, mes étudiants de Master 2, donc dans un cours qui fonctionne sur une base de pédagogie du projet, mes étudiants utilisent les forums pour aller enseigner le français à des apprenants de pays éloignés. Et donc, d'ailleurs, les quelques copies d'écran que j'ai mis dans mon PowerPoint viennent de ce dernier corpus. Voilà. Alors, les caractéristiques sémio-pragmatiques des forums, je vais dire quelques évidences, mais après, je vais développer ça en termes de conséquences. Donc, le forum, c'est de l'écrit asynchrone, et c'est de l'écrit public au sens d'une formation, parce que si on a un forum sur Moodle, il n'y a évidemment que les inscrits à la formation qui vont y avoir accès. Donc, public à l'intérieur du groupe d'apprenants, à l'intérieur de la promo, disons, en général, hein, le plus souvent. Enfin, moi, dans mes expériences, c'était toujours public au niveau d'une promo. Je n'ai jamais fait des forums privés pour des groupes de 4, par exemple, des choses comme ça, sauf dans LearnNet. Deux autres dimensions importantes, la structuration des échanges. Donc, les forums, c'est quand même structuré, et ça peut être structuré quelque part plus finement que les blogs, par exemple, si on veut comparer un autre outil assez populaire en pédagogie. Et puis se posera, c'est la dernière diapo de mon PowerPoint, et qui fera peut-être le lien avec le deuxième exposé de ce matin, qui est juridique, je crois. Donc, il y a la question de la modération. Est-ce qu'on doit ou pas? Alors, je me souviens un exposé que j'avais fait à l'ENSIB il y a une dizaine d'années, où on avait dialogué avec quelqu'un, je ne saurais plus dire son nom, qui lui était partisan de la modération dans les forums pédagogiques, alors que moi je ne l'étais pas, et on avait eu une discussion intéressante. Alors, les avantages et les limites du fait qu'on est dans de l'écrit asynchrone. Bon, l'écrit, comme le dit le proverbe, ça reste, hein, l'écrit reste. Donc, il y a Sharple and Pemberton, c'est des gens qui ont des psychologues cognitivistes, enfin des cognitivistes, qui ont très très tôt déjà proposé des outils d'aide à l'écriture, qui ont travaillé sur le traitement de texte, enfin qui ont montré donc que le fait d'un écrit sur un écran, ça extériorisait la cognition, c'est-à-dire que en fait on était obligé de marquer explicitement ce qu'on pense sur un support quand on travaille avec un traitement de texte, quand on travaille avec des forums, et donc c'est un avantage quelque part parce que ça oblige à matérialiser ce qu'on a normalement dans l'esprit. Et partage, encore plus important ou aussi important, la dimension de partage. Donc, sur les forums, on partage grâce au fait que c'est public, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur un traitement de texte, si on met plusieurs élèves, deux ou trois élèves devant un écran, il y a là aussi un partage. J'ai fait des recherches aussi à un moment donné sur la collaboration entre pairs devant un même ordinateur, avec des expériences avec 2-3 personnes devant un ordinateur, et il y avait aussi vraiment un partage de la cognition lors d'activités de rédaction de texte. Alors, pour ce qui concerne la temporalité du forum, on a la souplesse chronologique du temps différé. Moi, personnellement, je suis un fan des forums parce que ça laisse les gens aller faire leurs activités d'apprentissage quand ils veulent. Alors que tout ce qui est synchrone, beaucoup de gens ont des préjugés, pensent qu'on ne peut vraiment collaborer ou vraiment travailler à distance qu'avec du synchrone. Toutes mes expériences, à part peut-être LearnNet où il y a eu quelques clavardages, mais sinon toutes mes expériences ont montré qu'on pouvait très bien travailler entièrement en asynchrone. Mais ce n'est pas vraiment dans la logique du numérique à l'époque d'aujourd'hui, où on veut toujours aller plus vite, toujours plus en temps réel, etc. Mais personnellement, donc, je trouve que cette souplesse chronologique est importante et permet aussi le temps de la réflexion. Mais il y a quand même un mais, on risque de ne jamais se retrouver sur le forum si c'est trop asynchrone, et donc il faut quand même bien déterminer des plages, par exemple je parlais tout à l'heure des tâches, donner des tâches à faire dans un délai donné, et il faut trouver les bons délais qui laissent suffisamment de liberté, mais enfin qui laissent aussi les gens se rencontrer à un moment donné. Voilà, donc là je cite Marc Coccia, qui a fait sa thèse ici avec Kerbat Orecchioni à Lyon 2, mais qui ensuite s'est dirigé vers l'Infocom, et qui, je dirais, est sans doute le meilleur spécialiste français des forums non pédagogiques. C'est pas du tout quelqu'un qui s'y intéresse d'un point de vue pédagogique. Voilà, et donc il nous dit que le polylogue est la forme habituelle du forum,
Et donc le multi-adressage, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit dans un forum, s'adresse potentiellement à tous ceux qui peuvent s'y connecter. Et du coup, ça crée un problème de face. Je suppose que vous connaissez un peu la théorie des faces. Hein. Un énoncé, j'entendais d'ailleurs autour du café quelqu'un qui parlait de ça, qui parlait du problème des énoncés dans des courriels ou dans des forums qui pouvaient blesser d'autres personnes. En fait, je dirais que quand on forme des gens à être tuteurs en ligne par forum, peut-être qu'une des toutes premières choses à faire, c'est d'attirer leur attention là-dessus, sur ce problème de face, sur le problème que l'écrit reste, peut être très... Enfin, vous avez tous connu des épisodes où des mails qui étaient relativement anodins ont suscité des colères, des mouvements enfin en ligne. Hein, il y a vraiment une attention très grande et c'est une des premières choses que j'apprends à mes étudiants quand je les forme à être tuteurs. Alors, il y a des inconvénients. Hein. Je ne vais pas dire que le fait que le forum soit public et écrit ne présente que des avantages. Quand j'ai commencé en 1999 à faire un forum donc, qui proposait des tâches pour bien s'approprier mon cours, c'était dans le cadre d'une maîtrise qui était avec le CNED. Les gens étaient habitués au rapport, dans le meilleur des cas, au rapport 1 à 1 avec le prof. On envoie son devoir, on reçoit un devoir corrigé. Hein. Et donc, ce caractère, le fait, en fait, dans mon cours, ce qui remplaçait les devoirs du CNED, c'était des tâches à mettre sur le forum. Donc, vous voyez bien la différence. Les devoirs faits étaient visibles par tous, alors qu'autrement, un devoir CNED est visible uniquement par le prof qui le corrige, et ensuite par celui qui l'a écrit en retour. Donc, on s'expose plus sur un forum que dans le courrier électronique ou que dans un devoir. Mais on peut dire que c'est un peu la même chose pour prendre la parole en classe par rapport aux étudiants qui viennent vous voir à la sortie du cours pour parler en 1 à 1 avec vous. C'est parce qu'ils n'osent pas en fait poser des questions devant la classe. C'est archi classique. Hein. Donc il faut être attentif à ça. Je vais vous montrer à l'écran suivant des citations extraites des questionnaires que j'ai fait passer aux étudiants qui montrent bien un positionnement un peu ambivalent par rapport à ce côté public. Hein, certains ne sont pas sûrs de la valeur de leur contribution, vous allez le voir dans certains extraits de questionnaires, et du coup, ils restent silencieux. Mais alors, une des grandes découvertes que j'ai faites à cette époque-là, donc dans les années 99-2000, c'est que, et je l'ai découvert par les questionnaires, bien sûr, j'ai découvert que les fameux lurkers, ceux qui viennent lire mais qui n'écrivent pas, c'était à peu près la moitié de mes étudiants, qu'ils estimaient qu'ils étaient extrêmement contents de ce forum et qu'ils estimaient en avoir pleinement profité, bien que n'ayant jamais écrit. Ça, c'était un phénomène extrêmement curieux. Je ne pensais pas que c'était le cas. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais en classe, quand on fait discuter un groupe, il n'y en a toujours que quelques-uns qui parlent dans un cours. Et tous les autres écoutent et en profitent aussi. C'est un peu la même chose, finalement. Et donc, il ne faut pas absolument... Enfin, ça dépend du type de tâche. Mais il ne faut pas absolument chercher toujours à ce que tout le monde s'exprime, sauf si, bien sûr, la production demandée sert à l'évaluation. Voilà, donc je vous laisse lire quelques extraits. Au début, c'est des gens qui ont plutôt des inhibitions à écrire sur le forum, pas être à la hauteur. On n'ose pas poser une question parce qu'on pense qu'elle est stupide. Et puis on voit que quelqu'un s'est aventuré à la poser et du coup on ne se sent pas si seul et si bête. C'est aussi quelque chose qu'on a en présentiel. Ça, c'est donc des étudiants qui s'expriment, hein, des étudiants de 4e année, hein, de maîtrise à l'époque. Alors, et là, les deux dernières sont carrément positives par rapport à la mise en public. D'ailleurs, c'est très significatif que la personne utilise le terme écouter et non pas lire. Ça veut dire qu'elle s'est sentie quelque part prise quand même dans un tissu de discours qui faisait sens pour elle. Alors, un moyen... Alors, dans le projet Le français en première ligne, donc, où des étudiants de Master 2 apprennent à être tuteurs en langue par rapport à cette année, ça va être des gens de Riga en Lettonie et des gens de Chypre, de Nicosie à Chypre. On a trouvé un système pour que il y a beaucoup de corrections linguistiques à faire, évidemment, puisqu'on est en français langue étrangère.
ce qui n'est pas le cas si on est dans d'autres disciplines, hein. Donc là, beaucoup de corrections linguistiques pour qu'elles soient moins menaçantes. Alors, on peut utiliser l'outil devoir de Moodle qui recrée le système A1 du devoir du CNED, mais ce n'est pas la solution à laquelle nous avons recours en général. On peut, si un travail est vraiment trop mauvais ou à côté de la plaque, envoyer un mail à la personne pour éviter de lui dire ça en public devant tout le monde, pour éviter de blesser la personne. Mais la solution la plus souvent adoptée, parce que ce sont des corrections après tout normales, il est normal qu'on fasse des erreurs en français langue étrangère, c'est dans Moodle ou dans Dokeos, peu importe, c'est d'attacher un fichier au message de forum dans lequel se trouvent les corrections. Ça présente un premier grand avantage, c'est que c'est beaucoup moins visible. Il faut faire un clic de plus pour y accéder. Et à mon avis, jamais un apprenant dont ce n'est pas le devoir va aller lire le corrigé d'un autre. Donc ça reste un peu plus intime que si c'était directement dans le message de forum. Et puis, ça a un autre avantage, c'est qu'on peut utiliser tous les outils de Word en termes de commentaires, de couleurs, de laisser les corrections visibles. On peut utiliser toutes les techniques de Word qui permettent de bien... Alors, pour ce qui est maintenant de la structuration des échanges dans les forums, finalement, les forums sont assez différents. J'avais essayé de le montrer dans un article dans STICEF, donc en 2008, où j'ai analysé les forums de plusieurs plateformes et aussi des forums grand public. Et finalement, on voit que les fils de discussion, ou bien sujets de discussion, ça peut porter les deux noms, c'est le thread en anglais, on peut les utiliser de différentes manières, et je vais tout de suite passer à des exemples concrets où je vous montrerai différentes manières de les utiliser. Dans Moodle, on peut aussi, c'est le dernier point, on peut utiliser différentes variantes de forums. J'en dirai deux mots. Avec Sébastien, à un moment donné, on a travaillé avec Sébastien Georges, qui lui-même travaillait avec France Henri au Québec, et donc Sébastien Georges qui est ici à l'INSA, et on avait vu qu'il était bon que la consigne de la tâche et l'endroit où on va répondre à cette consigne soient séparés par le moins de clics possible, que ce soit le plus évident possible. Et notamment, Moodle permet ça très facilement grâce à l'intro du forum, et vous allez le voir tout de suite sur un écran. Grâce à l'introduction du forum, vous pouvez très très bien mettre une consigne avec même des images, même de la vidéo incrustée, tout ce que vous voulez, et après, pour répondre à ça, on va créer un nouveau fil et puis ça sera extrêmement évident. Alors, quelques exemples. Donc ça, c'est les différents forums de Moodle. On a donc un forum où chacun va ouvrir un fil de discussion. C'est bon pour une production écrite parce que comme ça, on pourra tout de suite vérifier si tout le monde a bien participé et puis le prof va aller répondre à ces productions pour les corriger. On peut faire le forum questions-réponses, c'est un forum où l'étudiant ne verra pas les réponses des autres tant qu'il n'aura pas mis sa propre réponse. Donc ça peut être aussi très intéressant au cas où on pose une question où tout le monde va à peu près répondre la même chose. On peut faire le forum absolument classique. Et puis, hormis ces 4 possibilités techniques, c'est-à-dire le choix qu'on doit faire quand on ouvre un forum dans Moodle, hormis cela, il y a la possibilité de jouer sur les différents types, comme je vais vous le montrer là. Donc là, par exemple, c'est une tâche. Donc voilà, cet écran illustre à la fois le fait que la tâche et le forum sont juste à côté l'un de l'autre. Là, vous voyez l'énoncé de la tâche. C'est une tâche de français langue étrangère sur l'écologie. Et en bas, vous voyez que la tutrice, Alix Murat, a fait 3 fils de discussion pour aborder 3 sous-thèmes différents de la tâche, si vous voulez. Hein. Et ça permet du coup d'ordonner déjà a priori une discussion. Un autre exemple où là, on a demandé aux apprenants, que je ne dise pas de bêtises, voilà, là on a demandé aux apprenants d'ouvrir chacun son fil de discussion avec sa propre recette. Et là, on est un petit peu dans un système, on se rapproche un petit peu du système de type blog, si vous voulez. Hein. Chacun va faire sa recette, et puis ensuite, ils vont se commenter les recettes les uns des autres, et les tuteurs vont pouvoir corriger aussi. Et voilà par exemple, on est rentré là dans un fil de discussion du dernier exemple que j'ai fourni, je crois. Voilà, le pasticcio, le fameux pasticcio grec, là, donc la recette qui est donnée en fichier attaché. La tutrice qui
qui répond, qui en fait, dans ce groupe-là, les corrections étaient simplement, avec un système de couleurs, le tuteur mettait des différentes couleurs selon le type d'erreur, syntaxe, lexique, expression qui n'existe pas en français, mal dit. Donc, et l'apprenant, donc on lui envoie un signalement de ses erreurs, mais sans qu'elles soient corrigées, et l'apprenant doit ensuite corriger, reprend son fichier Word, et va corriger et proposer le texte corrigé. Vous voyez donc les différents échanges là. Alors j'arrive à la deuxième partie de mon exposé. Donc la première partie, c'était les aspects techno-sémio-pragmatiques. J'en ai montré quelques-uns, je n'ai pas tout dit, je ne peux pas tout dire dans le temps qui m'est imparti. Voilà, au début, quand j'ai commencé donc à faire des forums comme ça en 99, les collègues me disaient « mais ça va rester extrêmement froid, on ne pourra jamais créer un lien socio-affectif avec les apprenants en n'utilisant que de l'asynchrone. Pour créer un lien affectif, il faut du synchrone, c'est obligatoire. » Moi, je disais, j'en sais rien, on va voir, on va bien voir. Et en fait, dès la première année, je me suis rendu compte qu'il y avait bien un lien socio-affectif qui se créait, et je vais vous donner quelques extraits de messages reçus de la part des étudiants qui vont montrer ça. Donc, évidemment, la communauté d'apprentissage, alors moi j'aime mieux le terme lien social que communauté d'apprentissage, parce que le mot communauté est beaucoup utilisé par les anglo-américains dans plein de sens différents. C'est un peu comme collaboration, c'est très polysémique et en fait on ne sait jamais trop bien de quoi qu'on parle. Moi je parle de lien social qui se crée et de sentiment d'appartenance. Donc là, je vous laisse lire la citation de Marie-Noëlle Lamy, qui est de l'Open University, qui a pratiqué elle aussi extrêmement tôt les forums dans le cadre du français langue étrangère. Donc elle note qu'il y a un déficit socio-affectif. Quand elle parle de l'espace et du temps, par exemple, je vais vous raconter un détail de mes premiers forums. J'avais dit, quand j'avais créé un forum donc pour mon cours, avec 80 apprenants à distance, je m'étais dit, j'ai pas envie que ça me bouffe tout mon temps. Hein, c'est souvent un problème avec les TIS, un problème des enseignants-chercheurs. On fait aussi de la recherche. Enfin, moi, j'ai encore de la chance que ce soit aussi mon domaine de recherche. Donc, de toute façon, mon temps est quand même plus valorisé que pour quelqu'un dont ce n'est pas du tout le domaine de recherche. Et j'en suis conscient, hein, c'est un privilège. Mais ce que je voulais dire, c'est que, oui, par rapport au temps, donc je ne voulais pas que ça me prenne trop de temps. Donc je m'étais dit, je vais bloquer les vendredis matins, parce que ça me convenait bien comme truc, je vais bloquer les vendredis matins pour faire mes tutorats. Et je vais prendre 3-4 heures. J'y suis arrivé, je suis arrivé à tenir 3-4 heures. Alors ce qui était très amusant, c'est que les étudiants... Alors la première année, j'avais dit aux étudiants, je me connecterai le vendredi matin et je viendrai commenter vos productions, etc. Alors du coup, évidemment, quel résultat ça a eu? C'est qu'il y avait beaucoup de productions le jeudi soir. Hein. C'est-à-dire que quelque part, les étudiants à distance se sont calés sur le rythme que j'avais annoncé. Bon, il y en avait qui publiaient au fil de la semaine, mais je dirais que les 3/4 venaient publier la veille au soir, et comme ça, quelque part, ils avaient une réaction rapide sur leur production. C'est-à-dire que c'était eux qui s'étaient adaptés quelque part aux règles que j'avais fixées. Par contre, ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'à la fin de l'année, quand j'ai passé les questionnaires et tout, tous les étudiants m'ont dit que vous étiez extrêmement présents sur le forum. Or, je ne l'étais qu'une fois par semaine, qu'une matinée par semaine. Et je pense que cette présence était plus faite de mots et de manières de faire que de réelle, enfin de présence quotidienne, par exemple. Hein. Donc là aussi, c'est une idée qu'il faut s'enlever de la tête. Ce n'est pas parce qu'on se connectera tous les jours qu'on va être ressenti comme plus présent que si on se connecte une fois par semaine. Tout est une question à la fois de règles du jeu et à la fois de manière d'être là, c'est-à-dire de faire des réponses pertinentes à ce que disent les étudiants. En fait, un des trucs de tuteur que j'avais très vite compris, c'était qu'il fallait, dans mes interventions, montrer que j'avais lu ce que les étudiants avaient pris la peine d'écrire. Hein, donc, il fallait que je fasse de la lecture très rapide et ensuite de la synthèse un peu de ce que les étudiants avaient écrit. Et c'est en fait ça qui marche bien. Alors, j'avais appris ça j'ai fait un peu de dynamique de groupe il y a très longtemps.
Et j'avais appris justement ce genre de technique par des stages de dynamique de groupe, non-directivité, etc. Alors voilà, donc une étudiante dans le campus numérique FLE, où là tous les cours de la maîtrise FLE étaient en ligne et suivis par un tuteur, de la même manière que mon cours l'avait été de 1999 à 2001. Donc une étudiante qui a eu une panne d'une semaine de sa connexion Internet. Et vous voyez donc qui, quelque part, a eu un syndrome de manque du fait de ne plus pouvoir se connecter. Ce qui montre ce sont des relations qui sont entièrement à distance. Hein. C'est des gens qui ne se rencontrent jamais, que je ne rencontre jamais. Pas si je les rencontre quelquefois au fil de mes voyages, mais c'est eux qui viennent me trouver à ce moment-là. Voilà, donc une autre preuve d'un sentiment d'appartenance à un collectif, c'est les vœux. Donc tout le monde se souhaite les vœux et une des personnes avait carrément créé un adjectif à partir du nom de la formation, canuflien, canuflienne, pour la formation qui s'appelait canufle. Et puis dans le forum récré, il y a eu tout un délire sur le canuflis, canuflard, comment est-ce qu'il faut qu'on s'appelle, qu'est-ce qui est mieux, canuflard ça fait un peu pantouflard, etc. Bon. Et les profs s'y sont mêlés. Oui, un truc que je n'ai pas dit non plus, qui m'a beaucoup surpris dans le campus numérique FLE, par rapport au côté public des forums, c'est qu'en fait, nous les profs, on avait accès à tous les cours, à tous les forums de tous nos collègues. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on ne va pas dans la salle des collègues voir comment ils font cours. On est dans l'enseignement supérieur, et dans le secondaire aussi d'ailleurs, on est chacun bien dans son coin en général. Hein. Et là, justement, tout d'un coup, on pouvait voir aussi ce qui se passait chez les autres, et personne ne s'en est plaint, personne n'a émis de résistance par rapport à ce côté public des interactions avec les étudiants. Donc là, c'était à la fin du cours, à la fin de l'année, quelqu'un donc qui a mis ce message, je pense, dans le forum récré. Et alors, vous voyez, c'est carrément couper le cordon, hein, une expression extrêmement affective, sur donc l'aspect mutualisation des interactions donc, par le forum. Ce petit message est intéressant. C'était une tâche qui demandait aux gens, d'une part, de dire s'il y avait des différences pour eux entre écrire avec le traitement de texte et écrire sur papier. C'était il y a 14-15 ans, ça. Hein. Et d'autre part, ce qu'ils pensaient des correcteurs orthographiques. Et donc là, quelqu'un commence son baratin sur les correcteurs orthographiques par une phrase « Je réponds qu'à cette partie de l'activité, je n'ajouterai que redite sur le traitement de texte et l'écriture sur papier ». Donc vous voyez, ça montre bien, quelque part par son message, cette personne montre d'une part qu'elle a lu les autres, parce que sinon elle ne pourrait pas dire que c'est des redites, et d'autre part que ce n'est pas bien de répéter. Bon, ça c'est très dans notre tradition française, on est très dans l'écriture en français, on chasse les répétitions, ce qui est un peu moins le cas en anglais. Et quelque part aussi, ça montre qu'elle considère que l'ensemble des communications, des messages dans le forum, va former une espèce de texte qui doit justement répondre à cette règle de la non-répétition. Donc, élaboration d'un texte collectif. J'en arrive maintenant à ma dernière partie, où je vais prendre là toutes les expériences que j'ai eues avec les forums. Je me suis rendu compte au bout d'un certain temps, notamment à travers l'expérience LearnNet, où j'ai utilisé des forums pour une activité collaborative, je me suis rendu compte que le caractère des échanges, la structuration des échanges différait fortement selon le type d'approche qu'on avait, selon le type le mode de travail collectif. Alors tout d'abord, dans le cadre, je faisais partie de Greco à Grenoble aussi dans ces années-là. C'est Greco d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé au plan technique pour pouvoir utiliser très facilement et très rapidement des forums avec des systèmes sécurisés. On avait beaucoup discuté de forums, notamment
à Grenoble 2, je crois, ils avaient utilisé déjà des forums. Et en fait, c'était des forums qui étaient adjacents à des cours. Et c'était un système de questions-réponses aux profs par rapport aux cours. Et les étudiants participaient extrêmement peu. Donc on avait toute une série d'expériences négatives où les étudiants ne participaient pas. Et personnellement, j'avais appris l'approche partage, en fait, c'est par les langues vivantes que j'y suis arrivé, puisque c'est une approche qui avait été préconisée par les didacticiens anglo-saxons déjà dans les années 80. Et j'étais donc très très sensibilisé à l'approche partage, et je m'étais dit, mais on peut certainement aussi appliquer l'approche partage à toute discipline et à tout travail par forum. Et donc voilà, donc j'étais parti du principe qu'un cours à distance plus un forum sans tâche égale silence. La plupart du temps, ou des interventions très sporadiques. Et on voit donc une étudiante à distance en 2001 qui compare, 2001 c'était avant le campus numérique FLE, mais on avait essayé 3 cours à distance, le mien, et puis ensuite des cours qui ne donnaient pas de tâches. Et vous voyez, l'étudiante dit, ben voilà, les cours sans tâches, on ne sait pas trop comment commencer, et elle explique assez bien donc ce qui ne va pas. J'avais trouvé aussi un bouquin australien qui est disponible en ligne. Et ils font beaucoup d'enseignements à distance en Australie parce que les distances sont énormes dans ce pays. Et Ron Oliver est un des grands spécialistes australiens de la formation à distance. Voilà, donc ça c'est un peu une évidence pour ceux qui sont en sciences de l'éducation, pour ceux en fait, on s'approprie un cours à travers les activités qu'il y a autour. Et alors, ces auteurs disent que les tâches doivent engendrer des activités coopératives et collaboratives parmi les groupes d'étudiants. Et là, moi je dis, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas que la collaboration et la coopération. Alors rappelons, oui, donc par exemple, Henri et Lundgren-Querol, la même année, aux presses de l'Université du Québec, avaient fait un bouquin où elle proposait un certain nombre de types de tâches qu'on pouvait faire sur forum. La fouille collective, donc on demande aux gens de rapporter des choses du monde extérieur. L'analyse critique, on voit bien ce que c'est, le débat, discussion, la prise de décision. Alors, la prise de décision, ça ne marche pas très bien par forum, ça c'est mon expérience, il vaut mieux faire un clavardage si on a une décision à prendre. C'est là que le synchrone redevient pratiquement nécessaire. Et puis, la résolution de problèmes. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, selon moi, mais c'était intéressant, ça faisait une première typologie des tâches qu'on pouvait faire. Et personnellement, moi je propose la typologie suivante, mutualisation, débat, coopération, collaboration. Je vous montrerai ça sur un tableau à l'écran suivant. Je pense qu'on a tendance à dire que dès que des étudiants échangent un peu sur un forum, que c'est de la collaboration. Moi je propose de réserver collaboration à cette définition-là, qui vient donc du CSCL, du apprentissage collectif assisté par ordinateur. Il faut qu'il y ait une collaboration, c'est toujours par groupe restreint. Je n'ai pas lu un seul article où on fasse de la collaboration à 20. Donc c'est par petits groupes, on a un produit à réaliser, on a quelque chose à faire, et il faut donc pour cela qu'il y ait une conception partagée du problème à résoudre. En gros, dans le domaine du CSCL, ce que j'écris là, ce n'est pas mes idées à moi, c'est une espèce de consensus. Donc je vous propose de réserver collaboration à ça. Coopération, et ça c'est aussi par exemple Sébastien Georges qui le dit et d'autres auteurs, c'est quand on fait de la collaboration, mais qu'on se partage un peu plus le travail. Donc la conception partagée, elle n'est pas jusqu'au grain le plus fin. Elle doit être au niveau de l'ensemble de ce qu'il faut rendre, mais par exemple, on va faire différentes parties qui vont être réparties entre les différents coopérateurs, disons, coopérants. Donc on a collaboration, coopération. Et ensuite, moi je propose, et ça je ne l'ai pas inventé dans ma tête puis ensuite réalisé sur forum, mais c'est plus par essai-erreur, à partir des tâches que j'avais créées. Dans mon tout premier cours, oui, je ne l'ai pas dit, mais il y avait une vingtaine de tâches, j'en avais mis beaucoup trop. C'était en gros 3 tâches par mois pendant 6 mois. Donc tous les mois, il y avait 3 tâches à faire, et les délais étaient d'1 mois. Je laissais le maximum de souplesse aux gens qui étaient partout dans le monde, qui étaient presque tous professionnels, enfin dans une situation professionnelle et souvent mariés avec des enfants et tout ça. Donc on laissait des temps longs pour faire les tâches, mais il y avait une date limite qui était la fin du mois, après laquelle je ne donnais plus de feedback. C'était bien clair. Donc, voilà. Donc, voilà le tableau que
que j'ai proposé avec une collègue de Grenoble. On a publié ça dans un article et dans un chapitre de bouquin. Donc, mutualisation, ce n'est pas forcément une conception partagée. Alors, typiquement, une tâche de mutualisation, c'est par exemple celle-ci. Est-ce que vous écrivez pareil sur traitement de texte ou sur papier? Et ça, c'est pour amener les gens à une certaine réflexivité sur l'effet que l'outil a sur leur écriture. Alors ça, c'est une toute première tâche. C'est une tâche que j'appellerais un peu une tâche de brise-glace, parce que c'est pas très difficile de répondre à ça. Chacun y met du sien. Chacun se dévoile un petit peu, sans se dévoiler trop, parce que c'est quand même pas hyper intime, cette histoire-là. Et on avait des productions extrêmement intéressantes. Mais c'est pas du tout nécessaire. Donc, les productions viennent se mettre les unes à côté des autres. Les gens peuvent réagir les uns aux autres, mais dans l'ensemble, chacun vient mettre sa production là-dessus, son idée là-dessus. C'est jamais tout à fait la même chose parce que personne n'a le même rapport qu'un autre sur le traitement de texte papier, donc c'est toujours un peu différent. Et il n'y a pas du tout nécessité. À la limite, on n'a pas besoin de lire les autres. Je vous ai montré un message tout à l'heure qui montrait que quelqu'un avait lu les autres, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Donc ça, j'appelle ça la mutualisation. On peut faire ça en grand groupe. C'est relativement économique en termes de tutorat. Moi, par exemple, à la fin du mois, je disais « Ah, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point chacun a un rapport différent avec la machine, avec l'outil. » Donc, c'est des baratins de ce genre-là, mais qui, tout en citant des petits morceaux de messages de différents étudiants, en essayant de ne pas en oublier, et finalement, ça me prenait une petite heure peut-être pour concocter un petit texte qui synthétisait un peu tout ce que les étudiants avaient produit. Ce n'était pas très coûteux en temps. Le débat, c'est qu'il faut qu'il y ait un sujet de débat, évidemment. Il faut qu'il y ait des... Voilà. Et là, on peut le faire en grand groupe ou en groupe restreint, et ça ne donnera pas du tout les mêmes résultats. En groupe restreint, il y a des chances que tout le monde s'exprime. En grand groupe, on n'aura jamais tout le monde qui s'exprimera. Et on peut travailler en synchrone ou en asynchrone. On peut très bien faire un débat par chat aussi, par clavardage. Et puis la coopération et la collaboration, donc, dont je vous ai déjà dit comment je les définissais. Donc, dans la structure des interactions, du coup, provoquées par ces différents types de tâches, dans le cas de la mutualisation, on a souvent une structure ternaire qui a été observée en classe aussi. Donc, la consigne de l'enseignant, la réponse de l'étudiant et le feedback du tuteur, de l'enseignant-tuteur. Mais il y a des exceptions. Il y a certaines tâches qui étaient prévues comme mutualisation et qui ont débouché sur des discussions, qui ont débouché sur d'autres choses que cette structure-là. Et je l'ai écrit dans un article dans la revue ALSIC en 2003 notamment. Je donne des exemples où je donne des hypothèses pourquoi certaines tâches font sortir de la structure ternaire. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail-là maintenant. Ensuite, pour la discussion, c'est assez important. L'ergonomie du forum est assez importante. C'est important si l'ergonomie du forum permet de voir que tel message est une réponse à un autre message précis, avec des décalés, comme vous avez vu tout à l'heure dans la copie d'écran que j'avais faite, c'est mieux. Ça rend la discussion plus dynamique, parce que quand on est en face à face à discuter, on voit bien qui est-ce qui parle, on répond à une personne, etc. Et c'est bien de pouvoir le faire aussi avec l'outil. Et alors, en coopération-collaboration, j'ai constaté que la structure des échanges était totalement imprévisible, parce que c'est les étudiants qui ont la main dans la collaboration, ce n'est pas le tuteur. Et donc, les étudiants commencent à s'organiser entre eux. Le tuteur est là en accompagnateur, mais pas en organisateur des interactions. Et du coup, ça donne des résultats très différents. Ça pose aussi un problème en termes de temps. C'est qu'un groupe qui marche bien, on peut presque faire très très peu de tutorat, un tutorat très très léger. Et un groupe qui marche mal, on peut y passer des heures et des heures pour rabibocher le groupe, voilà. Donc ça pose un problème en ingénierie de la formation, par exemple. On a maintenant un Master 2 qui fonctionne entièrement sur les bases que je vous ai décrites là, c'est-à-dire avec pour chaque cours des forums, des tâches, etc. Eh bien, on a quelques tâches. D'abord, on ne met pas trop de tâches collaboratives parce qu'on sait que c'est très chronophage pour les étudiants. Mais on en met. On en a une dans chacun des deux plus gros cours. On a une tâche collaborative. Et on est obligé donc de mettre... Alors, un enseignant X, on est 5 tuteurs à tutorer ces tâches collaboratives. On se répartit les groupes, mais on est obligé de suivre chacun 3 ou 4 groupes.
Et du coup, si on a la malchance d'avoir deux groupes qui marchent mal, on peut y passer pas mal de temps et ça pose un problème pour prévoir la rémunération, par exemple. Donc on le fait en fait en donnant à chaque tuteur 3-4 groupes et en faisant le pari que ça sera équilibré, que face à un groupe qui marche bien, on en aura un autre qui marchera moins bien, etc. Parce que ce qui se passe très souvent dans les groupes collaboratifs, dans le meilleur des cas, c'est qu'il y a un ou deux étudiants qui se posent en remplacement du tuteur, qui sont leaders du groupe, qui organisent le travail et qui en fait jouent le rôle de tuteur bis quelque part. Hein. Ça se produit très souvent. Et c'est très positif, selon moi, hein, si ce n'est pas quelqu'un qui en profite pour imposer ses idées. Donc, on a écrit aussi à Grenoble plusieurs articles sur, justement, les marques linguistiques d'une collaboration réussie. Oui ? Comment ? Non, mais non, il n'a pas sauté. C'est parce que j'étais passé trop vite au transparent suivant, à mon dernier point, qui était la modération. Voilà, donc en fait, on a réussi à repérer des marques de groupes collaboratifs qui fonctionnaient bien et de groupes collaboratifs qui fonctionnaient mal. Entre parenthèses, j'ai une thèse que j'ai co-dirigée il y a quelques années, celle de Charlotte Dejean, qui avait montré la même chose avec des gens qui travaillaient à deux devant un ordinateur pour des activités de rédaction de texte. Elle avait montré des binômes qui fonctionnaient bien, de manière collaborative, où les idées de l'un rebondissaient sur les idées de l'autre, et puis d'autres groupes où il y en avait un qui imposait ses idées, l'autre qui restait passif, qui était frustré à la fin, etc. Dernier point, donc la modération, mais là je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. Donc je vous ai dit que moi personnellement j'étais plutôt contre la modération, mais vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit, mais elle est très très minoritaire, celle qui a écrit ça. Hein. J'ai trouvé les interventions des autres parfois assez troublantes, dans le sens où elles me semblaient partir un peu dans toutes les directions. Je ne savais pas évaluer la qualité des interventions. Quand on n'est pas sûr de ses propres compétences en ce domaine, il est difficile de juger. Donc ça, c'est l'argument principal de ceux qui sont pour la modération a priori, c'est-à-dire qu'ils ne laissent un message de forum venir se mettre dans le forum qu'une fois que le prof l'a lu, que le tuteur l'a lu. Mais en même temps, c'est tellement lourd de faire ça, c'est tellement lourd et puis ça ralentit tellement les interactions que finalement, enfin moi personnellement, j'ai jamais eu recours à cette solution-là. Voilà, donc pour conclure, je ressouligne quelques atouts pédagogiques des forums. Donc, expression quasi illimitée des participants. Lors d'un TD en présentiel, vous lancez une discussion qui est intéressante et tout, mais on voit très vite que si on a 30 étudiants face à soi, il y en a quelques-uns qui vont pouvoir s'exprimer, mais jamais tout le monde pourra s'exprimer. Alors qu'en ligne, ma foi, si quelqu'un a envie de s'exprimer, il n'y a pas de limite. On note une réflexion plus approfondie, donc grâce à l'écrit. On a un écrit qui est intermédiaire entre l'écrit formel de la disserte, par exemple, ou du devoir du partiel, un écrit très normé, et par rapport à... Et puis l'écrit, par exemple, des textos, des SMS, qui est très, très... On a un écrit intermédiaire, et là, on observe d'ailleurs des gens qui écrivent de manière différente. On en a qui se rapprochent un peu du langage parlé, à travers leur écrit, et puis d'autres qui restent très, très formels. Mais là, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. J'ai quelques exemples après, si c'est cette question-là qui vous intéresse. Il y a l'aspect cognition partagée, donc. C'est-à-dire que les mécanismes de réflexion des uns et des autres par rapport aux tâches sont visibles par tous. Alors que la cognition est encore plus partagée en cas de collaboration. Mais comme je vous l'ai dit, la collaboration est à manier avec parcimonie quand même. La dimension pragmatique des écrits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écrit que vous faites sur un forum, il va avoir toute la classe pour destinataire, tout le groupe pour destinataire. Donc on a cet horizon de lecteurs potentiels, ce qui a tendance à faire amener les gens à plus soigner leurs écrits. Ça aussi, ça a été dit dans les questionnaires. C'est impressionnant d'écrire en sachant que tout le monde va vous lire. Tout le monde qui ne vous connaît pas, hein, puisque des gens à distance, et donc on se donne plus de mal. Voilà, on a eu pas mal de réponses comme ça dans les questionnaires. Et enfin, donc, mise en commun de la réflexion et mutualisation des pratiques, quelque chose qui est extrêmement à la mode en ce moment, ou qui l'a déjà été aussi, en formation des enseignants. Bon, moi, c'est une sorte de formation des enseignants, par exemple, hein, le master de FLE. Et donc, c'est extrêmement intéressant dans ce cadre-là. À vous de dire si dans vos disciplines respectives, ça peut être intéressant aussi, et sans doute d'une manière différente
de celles où c'est intéressant dans le cadre d'une formation de prof. Les Québécois, par exemple, ont beaucoup utilisé les forums en appui aux stages sur le terrain, comme mode, comme moyen de faire réfléchir les gens sur leurs pratiques. Voilà, et puis je répondrai volontiers à vos questions. Je vais commencer. Il me semble que d'un point de vue strictement technique, le forum est un peu en perte de vitesse et qu'on privilégie plutôt aujourd'hui le blog. Est-ce que vous avez noté des différences significatives au niveau des applications pédagogiques entre le forum et le blog? Oui, tout à fait. Alors j'ai un collègue de Grenoble qui s'est notamment penché là-dessus, Thierry Soubrier, et qui a écrit 2-3 articles sur la fonction. Alors, c'est pas de lui, l'idée n'est pas de lui, mais il la reprend. Il appelle ça la fonction octoriale du blog. Le blog, un billet de blog, vous êtes plus en situation d'auteur quelque part. Vous êtes plus, il y a quelque chose de plus. Et ensuite, les commentaires ne sont pas du tout au même niveau. Hein, les commentaires vont venir en. Donc, je pense que le blog est bien à utiliser, mieux que le forum, si on est dans la rédaction d'un texte relativement approfondi sur quelque chose. Je pense que le blog a un intérêt. Par rapport au forum, donc, il crée un décalage entre celui qui écrit le billet et ceux qui commentent. Hein. Ils ne sont pas du tout sur le même niveau. Alors que dans un forum, on est au même niveau. Enfin, les différents apprenants, pas le prof bien sûr, mais les apprenants sont au même niveau dans une discussion sur forum. Chaque message a le même statut. Alors que dans le blog, le billet et les commentaires n'ont pas du tout le même statut. Alors, personnellement, j'ai utilisé le Ning, par exemple, qui est une espèce de système enfin, de toute façon, dans Ning, on peut mettre forum et blog aussi, mais en mettant en avant le blog, j'ai utilisé Ning pour, par exemple, un cours où je demandais aux gens d'aller récupérer des applications du Web 2.0 qu'on puisse utiliser en langue, où chacun devait écrire un petit truc avec une proposition d'application pédagogique, donc quelque chose qui soit assez complet quand même, qui fasse en gros l'équivalent d'une page papier ou un peu moins. Et donc là, le blog s'est révélé bien parce que les gens, d'une part, ont proposé leur truc, puis les autres ont commenté ce qu'ont fait Voilà. Là, le blog était mieux. On aurait pu le faire par forum aussi, hein, mais le blog a été, dans ce cas-là, un peu plus attractif. Dans le cas donc de discussion ou mutualisation, le forum, selon moi, est mieux. Donc ça dépend du type de tâche, ça dépend enfin de pas mal de paramètres, mais on a de toute façon tout à fait intérêt à bien réfléchir. Alors sur le blog, il y a Susan Herring qui a écrit 1 ou 2 articles extrêmement intéressants sur les caractéristiques du blog. On a intérêt, même si on n'est pas chercheur dans ce domaine, je pense qu'on a intérêt quand même à lire des articles sur justement les aspects sémiopragmatiques des différents outils pour ensuite les utiliser à bon escient. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Mais voilà. Ou alors on se laisse guider par des gens qui vous conseillent, qui ont déjà l'expérience. Mais je pense qu'il y a vraiment. Alors c'est comme. Bon, après il y a les gens qui demandent oui, Facebook, pourquoi pas utiliser Facebook, etc. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais il faut voir quelles sont justement les caractéristiques sémiopragmatiques de Facebook, qui ont d'ailleurs pas mal changé cette dernière année. Avec notamment une mise beaucoup plus en avant de la chronologie. Donc voilà, je pense que chaque outil peut être utilisé, mais on a intérêt à bien regarder comment il fonctionne. Vous abordez uniquement la question des formations à distance, mais Oui. c'est un outil qui peut aussi être utilisé en formation présentielle ou semi-présentielle? Selon moi, oui. Mais alors voilà, il y a 2 raisons pour lesquelles je parlais que de la distance. D'une part, parce que c'est une situation, entre guillemets, propre. On sait que les gens ne se voient jamais. Donc, c'est plus agréable. Parce que on a aussi à Grenoble des formations hybrides en langue, où on utilise justement du présentiel mêlé à du forum ou d'autres outils d'ailleurs. Hein. Et on s'est rendu compte qu'analyser ces situations hybrides était beaucoup plus compliqué parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait pendant les séances présentielles. Ou alors, il fallait aller enregistrer les séances présentielles et ça devenait d'une lourdeur extrême.
Donc, alors ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que mon expérience a surtout été dans la formation entièrement à distance. Comme expérience hybride, j'ai cette expérience avec ce cours dont je venais de parler, là, avec Ning, où justement, je n'ai pas choisi d'utiliser le forum, mais d'autres outils. Je pense que la variété des dispositifs hybrides est tellement grande que c'est... Bien sûr, on peut utiliser le forum dans une situation hybride, c'est clair. Mais on peut aussi utiliser d'autres outils. On n'est pas dans les mêmes problématiques. Le forum, dans une formation à distance, ça va être la salle de classe quelque part. Et ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que c'était un bon outil pour créer une salle de classe à distance avec une présence socio-affective du tuteur, avec des tâches, etc. Je voulais pas... Alors après, sur un cours hybride, on peut choisir différents outils, sachant que le forum est aussi un outil assez souple, parce qu'en langue, par exemple, on fait souvent enregistrer les gens à distance. Ils s'enregistrent avec Audacity ou avec le magnétophone de Windows et ils attachent leur production à un message de forum. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le forum d'écrit devient un forum sonore, en quelque sorte. Et mes étudiants, par exemple, ils vont aller corriger dans le fichier son en mettant leur propre voix dans le fichier son avec Audacity. Donc on arrive à des choses différentes que peuvent faire les profs de langue en formation hybride, par exemple. C'est le genre de choses. Autrefois, par exemple, en Amérique du Nord, on avait l'habitude de corriger les élèves qui envoyaient une cassette audio au prof qui, après, sur une autre piste de la cassette, il y avait des appareils spéciaux, enregistrait sa voix. Maintenant, on peut le faire. D'ailleurs, ils le font, les Canadiens le font, par exemple. Ils le font par des systèmes de type forum avec des fichiers son attachés. Il existe même d'ailleurs des forums vocaux maintenant. Je crois que des chercheurs, des informaticiens de Clermont-Ferrand ont créé un système de forum vocal. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé de l'hybride parce que ce n'était pas vraiment mon objet aujourd'hui et que je n'irai en tout cas pas jusqu'à prétendre que le forum c'est idéal pour compléter un cours présentiel. Parce que ça dépend. Je dirais ça dépend. C'est au prof de voir quel sera l'outil qui complétera le mieux son cours présentiel. Ça dépend en fait essentiellement de ce que vous voulez faire aux étudiants hors du cours, à distance. Je pense par exemple que dans un cours d'écriture, de maîtrise de l'écriture, le blog est peut-être mieux qu'un forum, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure en répondant aux collègues. Donc, voilà. Vous avez commencé à regarder l'usage massif des forums, surtout au sein des MOOC. Sur Sur les MOOC, les Massive Online Open Courses, donc oui. il y a plus de dizaines de milliers d'étudiants inscrits. Oui. Là, je suis sur un cours où il y a plus de 1200 forums en parallèle, dans lesquels les étudiants votent pour les forums et où l'enseignant responsable ne répond qu'à certains forums avec des cours vidéo. Ah oui. Non, j'ai jamais... Non. 1200 forums au sein du même cours. Oui. Vous n'avez pas commencé à regarder? Non, pas du tout, non. Et là, on passe, je pense, à une étape totalement différente. Ah oui. Où on est vraiment sur du massif, et le forum, en fait, permet d'avoir une communauté de 10 000 à 20 000 étudiants qui discutent et qui sont régulés. On ne pas comment ça arrive ça. Mais j'imagine que... Si, j'en ai entendu parler, mais je ne suis jamais allé voir. J'avoue être assez sceptique quant au temps qu'il va falloir à un étudiant lambda pour trouver le forum où se passent des choses qui sont intéressantes pour lui, pour son apprentissage. Donc j'imagine qu'il doit y avoir quand même un temps de recherche qui ne doit pas être négligeable, non? Et géré par les systèmes de tags, Oui. par tag, de vote, en fait, qui permet de voir les forums plus intéressants, Oui. et par liste, généralement, et par abonnement, je pense qu'on peut arriver à certains. Donc je lis mon cours, je lis mon chapitre de cours. Je s'imagine que les forums sont organisés par chapitre de cours, par exemple, non? Ou... Pas seulement? Des forums généraux, des forums organisés par chapitre de cours, et des forums après de discussion autres sur différents topics. D'accord. Par les étudiants eux-mêmes ou par les assistants. Mais c'est sûr que c'est un bel objet de recherche, en tout cas. Il faudrait aller voir ce qui s'y passe. Mais il faut aller voir ça aussi du point de vue de l'utilisateur, du point de vue de l'étudiant, donc voir s'il s'y retrouve, s'il ne perd pas trop de temps. Déjà là, parfois, les étudiants trouvent que ça prend un petit peu de temps de lire toutes les contributions des autres. Ils trouvent ça enrichissant, mais en même temps, ils sont conscients du fait qu'il y a un côté un peu chronophage. Là, moi, j'aurais vraiment peur de me perdre dans cette jungle de forums, mais bon, ça demande à être étudié, oui. Mais je n'ai jamais été voir. Oui.
Oui. Est-ce que vous avez senti éventuellement dans les groupes d'étudiants des modifications à ce niveau-là ou des difficultés d'appropriation des forums? Oui. Alors, bon, je vais répondre d'abord pour la collaboration. Les groupes collaboratifs, déjà depuis quelques années, ils ne vont pas avoir recours qu'au forum pour travailler ensemble. Ils vont avoir recours à des outils synchrones du type Skype, mais qui vont donc organiser de leur propre... Le tuteur n'y sera pas du tout dans ces outils-là. Donc, comme le tuteur, lui, il est sur les forums, ça les oblige, par exemple, ça oblige les étudiants, et ils le font en général, de mettre un petit compte... Quand ils font un rendez-vous par Skype, par exemple, pour discuter de leur projet, de leurs produits, de laisser un petit compte-rendu sur le forum pour que le tuteur ne perde pas complètement pied par rapport au fonctionnement du groupe. Hein. Donc, oui, les étudiants, eux, utilisent facilement d'autres outils. Moi, je ne me vois pas demander aux profs d'utiliser des outils synchrones, par exemple, parce qu'on ne peut pas travailler quand on veut. Moi, j'ai un petit peu peur de la tyrannie de l'immédiat, si vous voulez, hein, par rapport à la pédagogie, quoi. Alors après, évidemment, j'ai un collègue, le fameux Thierry Soubrier, là, qui a écrit sur les blogs, qui maintenant, dans un cours d'introduction à la linguistique, il utilise Twitter pour donner des exemples, notamment pour trouver des exemples de corpus qui illustrent bien certains points linguistiques. Il se trouve que là, le Twitter va bien pour ça, parce qu'en 140 caractères, on peut mettre un tout petit morceau de corpus, d'expression qui illustre un point linguistique et tout, et il l'utilise lui et ses étudiants. Mais donc voilà, pour moi, ça c'est dans la collaboration-coopération, hein, donc ils vont utiliser d'autres outils. Après, dans les forums de mutualisation, discussion, ça reste sur le forum et ma foi, les étudiants ne s'en plaignent pas. Jusqu'à aujourd'hui, quand on a notre Master 2 à distance. Hein. Oui, alors je n'ai pas dit non plus que quand j'ai conçu, par exemple, un cours ingénierie de la formation par Internet, sous-entendu en français langue étrangère, puisque c'est un master de français langue étrangère. Quand j'ai conçu ce cours, bon, j'ai rédigé un certain nombre de choses théoriques là-dessus, du style de ce que je vous ai raconté aujourd'hui. J'ai conçu les tâches en faisant justement la progression, mutualisation. J'ai fait une tâche de mutualisation. Chacun doit présenter à peu près son rapport avec l'ETIS et dire s'il se sent plutôt à l'aise ou plutôt pas à l'aise, quels outils il maîtrise, etc. Ça, c'est de la mutualisation parce que chacun met ce qu'il veut. Ensuite, je fais une tâche de discussion sur un ou deux sujets. Et ensuite, je demande aux gens de se mettre par groupe de 4 et de collaborer pour créer un scénario pédagogique incluant l'ETIS. D'accord ? Donc, et en fait, l'idée, c'est de petit à petit faire monter la mayonnaise. Hein, c'est de commencer par ce qu'il y a de plus facile, continuer par ce qui est un peu plus difficile, c'est-à-dire la discussion, il faut quand même prendre en compte ce que les autres ont écrit et tout, et le montrer, et puis ensuite passer au plus difficile et au plus chronophage, qui est mais en même temps aussi le plus formateur, sans doute, qui est la collaboration par groupe de 4. Sachant que nos étudiants sont dans le monde entier, donc la collaboration par groupe de 4, ils butent un peu aussi parfois sur les fuseaux horaires, s'ils veulent faire du synchrone. Donc vous ne démarrez pas, dans le scénario que vous avez mis en place, vous ne démarrez pas directement par le travail collaboratif. Non. Vous faites monter comme ça un petit peu voilà. L'intérêt et puis l'investissement Oui. des apprenants pour après arriver. Oui. Oui, parce que les gens doivent se mettre en équipe de 4. En fonction de quels critères ils se mettraient en équipe de 4, par exemple, s'ils ne s'étaient pas déjà un peu rencontrés, entre guillemets, par les forums, justement, et tout ça. Oui ? J'avais vu quelqu'un qui avait levé la main avant. Oui. Oui, c'était par rapport on est plus sur learning, moi je voudrais revenir plutôt sur le teaching, dans la mesure où vous avez évoqué le mot chronophage, on peut discuter H24. Alors est-ce que vous avez intégré dans votre charte tutorale une limitation du temps ou une sorte de code en disant que le tuteur n'est pas, parce que laisser le temps de réponse, d'une part parce que l'immédiateté, le risque c'est de répondre au travers, puis deuxième temps, plus peut-être du côté juridique, le temps de travail du tuteur, est-ce qu'il est tenu de répondre H24 à ses étudiants? Alors est-ce que c'est intégré Oui. dans vos scénarios tutoraux? Et est-ce qu'il y a dans la charte tutorale un élément qui précise à la fois pour le tuteur et à la fois pour les enseignants qui ne perçoivent pas le tuteur pour celui qui Oui, oui. répond Alors, on n'a pas rédigé de charte tutorale. Par contre, chaque tuteur est invité
au début de l'année, à indiquer à ses étudiants quelle sera sa fréquence de connexion. Moi, je pense que ça peut être acceptable de se connecter une fois par semaine, si c'est bien. Ça dépend après du type de travail que les étudiants sont en train de faire, et puis ça peut être acceptable à condition donc qu'on en prévienne les étudiants. Je pense que l'essentiel, c'est non pas d'avoir une charte générale valable pour tout, mais que chaque prof, en fonction aussi de ces types d'activités, disent bien à ses étudiants à quoi ils doivent s'attendre en termes de présence du tuteur en ligne. Hein. Alors c'est vrai que les plus jeunes tuteurs, par exemple les ATER qu'on prend comme tuteurs, ont tendance à répondre beaucoup plus vite et être beaucoup plus connectés, etc., que les vieux, entre guillemets. Mais on n'a pas de... Par contre, on a quelque chose qui est évident, c'est qu'une question ne doit pas rester sans réponse. Hein. Mais on n'a pas fixé de délai. Après, se pose le problème de la rémunération en heures de ces tutorats. Oui. Alors, la règle la plus basique qu'on ait pu utiliser, c'est de dire on va rémunérer ça sur la même base que si c'était un cours présentiel. Ce qui veut dire que du coup, ça coûte plus cher un cours à distance, parce qu'il faut rémunérer aussi la rédaction, qui d'ailleurs chez nous est relativement bien rémunérée. Le tutorat est relativement mal rémunéré, parce que quand on a un groupe de 40 et qu'on est payé pour l'équivalent d'un cours présentiel, ben on passe plus de temps en fait, on passe plus de temps en tutorat. Il y a d'autres universités comme Le Mans, l'université du Maine, qui utilisent le système 1 heure, un étudiant pour un groupe tutoré à distance. Donc sur 25, ça fait un cours de 25 heures, ça correspond à peu près à notre système. Mais si le nombre d'étudiants augmente trop, du coup le tuteur est plus payé. Et alors ça, c'est pour les tuteurs donc, dans les forums. Et sur le travail collaboratif, donc, on met un tuteur pour un groupe de 4. Et comme je vous disais, le temps qu'il y passe dépend beaucoup de l'autonomie du groupe. Et nous, notre public en master FLE à distance, c'est quand même beaucoup des gens qui sont déjà engagés dans la vie professionnelle, qui ont une certaine maturité et qui ont déjà souvent un bon niveau d'autonomie. Donc, qui n'ont pas un besoin quotidien du tuteur. Mais ça dépend. Il peut y avoir tout d'un coup un groupe qui marche pas bien, ou bien où les relations se passent pas bien, et où le tuteur doit intervenir beaucoup plus massivement. Mais on n'a pas de charte parce que ça dépend quand même beaucoup, la nature du tutorat et le temps qu'on y passe dépend quand même beaucoup de la nature des tâches qu'on propose, de la nature des contenus qu'on veut faire acquérir aux étudiants et tout ça, quoi. Mais c'est un vrai problème, hein, parce que l'administration cherche toujours, évidemment, à ce qu'on paye le moins possible. C'est paradoxal, parce que, par exemple, moi, j'aimerais bien, dans mon université, qu'on rémunère un peu moins les rédactions et mieux les tutorats. Mais en fait, si on commence à rentrer là-dedans, on va rémunérer moins les rédactions et on ne va pas rémunérer plus le tutorat. Donc, quelque part, on a parfois intérêt au statu quo. Oui ? Comment? J'ai pas bien compris. Un nombre de participants qui permet de rendre les forums efficaces. Hein? Vous avez des chiffres sur le nombre de participants qui rendent un forum efficace dans le cadre d'un cours. Ah. Un nombre de participants qui rend efficace. Ça dépend du type de tâche. Comme c'est sur un truc qui est basé sur la mutualisation. Vous pouvez facilement avoir 40-50 personnes, ça ne pose pas trop de problèmes, parce qu'on sait que tout le monde ne va pas aller lire tout. Hein, et le tuteur, lui, il va essayer de tout parcourir rapidement, de faire de la lecture rapide, on a intérêt, si on ne veut pas y passer trop de temps. Mais donc, sur de la mutualisation, on peut mettre 40 personnes. Je vous dis, moi j'avais 80 inscrits, mais il y en avait 40 qui participaient. Et sur les 40 qui participaient, il y en avait 20 qui participaient vraiment régulièrement, donc un quart du total. Mais tout le monde allait lire. C'est ça qui était intéressant et qui était important. Sur un forum qui marche sur la base de discussion, je pense qu'on peut discuter à 10, 15. Même si on va regarder les forums de Libé ou du Monde, on voit bien que quand il y a une discussion précise, on voit bien que c'est un peu toujours les mêmes qui discutent entre eux, qu'on a une dizaine de personnes en gros qui discutent sur un sujet. Mais c'est difficile, on ne peut pas faire discuter 40 personnes. Enfin, c'est très difficile en tout cas.
Et puis sur la collaboration-coopération, eh bien là, il faut faire des équipes de 4 ou 5, hein, pas plus, parce que c'est quasiment impossible de produire quelque chose, d'arriver à un produit final de qualité en étant un très très grand groupe, quoi. Ou alors il faut tout un système d'organisation du travail, quoi. Donc voilà, ma réponse, il n'y a pas de... Il y a une relation entre c'est pour ça que j'ai insisté pas mal sur les tâches et les types de tâches. C'est parce que la manière de fonctionner des forums n'est pas du tout la même selon les cas.